Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, une courte vidéo pour présenter des sous-parties du bloc 4, celle consacrée aux structures de données. Alors, ça va être relativement bref. Donc tout d'abord, on se positionne dans le programme de NSI de terminal. Donc contenu, voilà, structure de données, interface et implémentation, vocabulaire de la programmation objet. Donc on en avait parlé un petit peu dans la partie paradigme. C'était assez léger, il n'y avait pas eu de TP. Là, c'est une façon d'entrer dans la programmation orientée objet, justement de définir ces structures de données dans ce style-là. Ça s'y prête assez bien et c'est très standard dans beaucoup de langages. On n'aborde pas ici tous les aspects de la programmation objet comme le polymorphisme, l'héritage. Tout à fait, c'est aussi le cas pour nous. Disons que c'est une façon de structurer, d'organiser le code et d'appréhender cette notion. On ne fait pas de conception orientée objet. Alors plus particulièrement, dans le programme de terminal, on nous parle de listes, de piles, de fils, de structures linéaires, de dictionnaires, d'index et de clés. Alors la structure de dictionnaire, vous l'avez déjà manipulée. En plus, elle est native en Python. Ce n'est pas le cas de tous les langages. Là, on va un peu plus se concentrer sur list, pile, fil et qui sont un petit peu cousines. Sachant qu'il y a d'autres structures qui sont au programme du DIU, en particulier les arbres et les graphes, et qui eux seront dans le bloc 5. Tel que c'est dans le programme, c'est bloc 4 c'est les structures et bloc 5 c'est les applications de ces structures. On a organisé un petit peu autrement. List, pile, fil et leurs applications, on va plutôt les voir dans le bloc 4, et arbres et graphes et leurs applications, on les verra, vous les verrez dans le bloc 5. Voilà, ça c'est le programme général. J'ai mis un extrait de Wikipédia sur la notion de structure, de structure de données. Alors, on nous dit c'est une organisation, une gestion et un stockage, une façon de gérer, d'organiser et de stocker qui permettent, je l'ai souligné ici, un accès et des modifications efficaces. Ça, c'est un point important. On va parler il va y avoir des opérations, quand on parle de structure de données, il va y avoir des opérations d'accès, des opérations de modification, typiquement création, suppression, mise à jour. Voilà. Et il y a une différence que je veux illustrer dans ce petit propos liminaire finalement au contenu, euh, qui est celle-là. On parle de structure de données, on parle de type de données abstrait, donc ADT, là, ici en anglais. L'ADT, c'est la forme, c'est l'interface dans un certain jargon. Et la structure de données, ça va être l'implantation physique sous-jacente qui va réaliser ce contrat, en quelque sorte. Alors, c'est un premier point. On peut différencier. Alors là, c'est explicité parce que dans certains cas, ça peut être implicite. Le type de données. Voilà. Donc là, on va dire quelles sont les opérations qui sont possibles. Est-ce que quand on ajoute un élément, est-ce que c'est censé l'ajouter en tête ou en queue, ou est-ce qu'on peut accéder à l'élément qu'on veut dans une grande collection? Alors très souvent, c'est pour gérer un ensemble de données. C'est souvent des types de collections, des structures de données. Et aussi, alors là, on ne va pas trop le faire, mais les propriétés qui les lient. Par exemple, si on a une méthode qui permet d'ajouter un élément X à une structure typiquement de pile P, et une méthode qui permet d'enlever le dernier élément ajouté, et bien, ajouter et enlever, ça devrait nous laisser la pile dans l'état initial. Donc ça, c'est le type de données. Et après, on a la structure, donc c'est plus ça qui va nous intéresser. Et là, ce qui va compter très souvent, et je vais vous présenter un tableau de synthèse, c'est la performance des dites opérations. Donc on va vous dire dans l'interface, par exemple dans une interface de tableau, avec crochet-crochet, souvent c'est la syntaxe standard, on va pouvoir accéder au énième élément, mais selon une structure ou un autre, un accès comme celui-là va avoir des performances très variables,
Et justement, ce qui va faire la richesse de ces structures, c'est les opérations pour lesquelles elles sont efficaces, celles pour lesquelles elles sont moins bien. Donc si c'est des données sur lesquelles on veut lire très souvent, de façon aléatoire, ou si c'est des données dans lesquelles on veut écrire très souvent, on ne choisira pas la même structure de données. Voilà, donc les exemples, le tableau, la liste doublement chaînée. Alors le tableau, vous avez déjà manipulé ça, et vous allez voir notamment les listes dans le bloc 4. Alors quand on parle d'interface, en termes ici de Python, ça va être typiquement de proposer une classe, donc en programmation orientée objet, et une liste de méthodes. Donc ici, par exemple, pour une structure de liste, on aurait de quoi tester si la liste est vide, la vider éventuellement, récupérer sa taille, le nombre d'éléments, ajouter un élément et accéder à un élément, par exemple, en position arbitraire, ou alors peut-être vous n'avez pas celui-là, vous avez juste accédé au premier ou au dernier élément. Voilà. Ça va être l'interface, donc typiquement, les activités de pratique que vous allez faire, ça sera par rapport à une description proposer une telle interface et proposer une structure de données, une implémentation qui lui correspond. On va faire les deux. Alors, juste deux remarques. Pour un type abstrait, donc comme celui-là, on peut avoir plusieurs implémentations et des structures de données différentes. En effet, ici, il y a des choix à faire. On n'a pas dit comment stocker, alors ça sera sans doute un objet avec un élément ou un suivant, ou alors on pourrait même utiliser un tableau, quelque chose comme ça. Il y a plusieurs implantations possibles, qui ne diffèrent pas juste de quelques détails, qui peuvent être fondamentalement différentes. Et c'est pour ça que j'essaie de faire la différence. Pour un type abstrait, souvent, on s'attend à avoir les performances d'une certaine structure de données. C'est-à-dire que quand on appelle ça une liste, ça veut dire on s'attend à avoir les performances d'une structure qu'on appelle la liste chaînée, alors simplement ou doublement, éventuellement circulaire. Vous verrez, il y a plein de variantes. Les structures de base, mais les variantes sont quasiment infinies. On s'attend souvent à avoir ça. Alors l'exemple typique que je considère comme contre-intuitif, c'est ce qu'on appelle la liste en Python. Dans la plupart des autres langages, on aurait appelé ça un tableau, mais en Python, ça s'appelle liste. Voilà. Et alors, en Python, la bibliothèque standard vous fournit à peu près toutes les primitives, que ce soit de liste, pile, fil, tableau, elles y sont toutes. Par contre, il y a bien un choix et un seul qui est fait pour réaliser ce type de structure, et en fait, ça s'apparenterait plutôt au tableau. Donc les performances qu'on attend, par exemple quand on fait un ajout, ne sont pas celles ce qu'on appelle usuellement les listes, mais sont plutôt celles de ce qu'on appelle usuellement les tableaux. Donc ça, c'est un élément important. Donc c'est avoir ce bagage fondamental sur quelles sont les structures, quels sont leurs avantages et inconvénients, et comment elles sont implantées, c'est le but. Et du coup, je pense que ça vous donnera le recul pour mieux appréhender la bibliothèque de Python et d'autres langages. Ou choisir dans la bibliothèque standard de Python, parce qu'il n'y a pas que la liste primitive, il y a plein de structures qui sont proposées. Ça vous permettra de les choisir les bonnes et de comprendre par exemple la différence entre le type array et le type liste que vous avez ou entre liste et queue que vous avez dans la librairie standard. Alors, un tableau de synthèse, donc j'ai donné la référence, donc c'est un site où il n'y a que ça. Je trouve que c'est assez bien fait, c'est très, très synthétique. Qui nous dit, ben voilà, pour les structures, quelles sont les opérations, quelle est la performance, alors on dirait la complexité des opérations, donc pour chaque type de structure. Alors, faut se mettre en tête que quand on veut faire un logiciel, donc résoudre quelque part un problème, alors ça c'est très vrai d'un point de vue algorithmique, mais même de façon plus générale, très souvent, ben, la conception du logiciel
ça va être choisir des structures de données adaptées. Donc c'est-à-dire, c'était l'exemple que je prenais tout à l'heure, si vous faites beaucoup d'accès aléatoires, ben, vous avez plutôt intérêt à prendre un tableau. Si au contraire vous faites énormément d'insertion et de suppression, ben, vous aurez plutôt intérêt à aller sur ce type de structure de données-là. Si au contraire c'est la recherche qui est super importante, eh ben, vous irez sans doute sur celle-ci ou sur celle-ci. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce tableau, comment on peut le lire. Donc déjà, donc ici on a la liste des structures, donc arrays pour tableau, stack, c'est ce qu'on appelle en français la pile, queue, c'est ce qu'on appelle en français la file, liste simplement enchaînée, liste doublement enchaînée. Vous voyez, c'est là, ici, ces quatre-là, elles sont très jumelles, les lignes sont identiques, c'est-à-dire qu'elles ont les mêmes efficacités d'opération, parce qu'en fait elles sont, voilà, ce qui va pas mal changer c'est l'API, souvent pour implémenter, alors il peut y avoir des variantes, mais très souvent, au fond, l'implantation c'est la même. Et après vous allez avoir d'autres structures qui sont efficaces pour la recherche. Voilà. Alors, la première structure, le tableau. Alors, comment on lit les colonnes aussi? Donc, vous avez la complexité en temps. Donc, il faut se dire que c'est la performance. Alors, c'est une performance qui est évaluée de façon asymptotique en fonction de la taille de l'entrée. Donc, c'est typiquement n, ici, c'est le nombre d'éléments. Donc, regardons par exemple pour le tableau comment ça se lit. On vous dit, donc un tableau, c'est une collection généralement continue en mémoire, où on donne un index et on peut accéder directement à l'index sans lire tous les prédécesseurs ou les successeurs. Voilà. Donc ça vous explique pourquoi l'accès, il est en vert. Il est en 1, c'est-à-dire que 1, ça veut dire que c'est constant. Le temps que vous mettez à accéder à une case du tableau, ben en fait, ça ne dépend pas du nombre d'éléments qu'il y a dans le tableau. Par contre, la recherche, elle est en n. Ben oui, parce que si votre tableau n'est pas trié, et là on n'a aucune hypothèse, et ben vous avez peut-être pas de meilleur choix, dans le pire des cas, vous êtes obligé de parcourir tout le tableau. Alors en moyenne, vous allez couper à n sur 2, mais comme ici c'est une évaluation asymptotique, ce qui compte c'est la forme de la courbe, on dit que c'est en θ de n. Pour l'insertion et la suppression, ben, vous allez avoir un problème. Alors pourquoi c'est pas constant ces opérations-là? Mais c'est parce que vous avez réservé une certaine place en mémoire. Si vous faites trop d'insertions, ben, au bout d'un moment, il va falloir étendre. Et cette extension, ben, si la mémoire juste à droite, elle n'est pas disponible, et ben, il faut trouver une autre zone mémoire, tout copier, et cette copie, elle va arriver de temps en temps, et elle va vous coûter, ben, son coût va être proportionnel au nombre d'éléments. Voilà. Vous avez la complexité moyenne et la complexité au pire cas. Alors il y a des structures de données, par exemple comme les arbres binaires de recherche, qui au pire cas n'ont pas une très très bonne complexité. Vous voyez, c'est en jaune, mais en fait, en moyenne et très souvent en pratique, ils sont dans une bien meilleure classe de complexité. Donc celle-là, vous l'avez finalement déjà manipulée avec la notion de tableau. Celle-ci, on va les voir, vous allez voir dans le bloc 4. Celle-ci, on ne va pas trop en parler. La hashtable, alors c'est la structure de données qui est utilisée pour les dictionnaires en Python. Donc ça, c'est une structure de données qui est super. Alors par contre, j'ai supprimé ici une colonne, c'est qu'elle peut prendre un petit peu de mémoire. Donc elle a des avantages, vous voyez, c'est qu'ici, elle est en temps constant, c'est-à-dire que la recherche dans une table de hash, elle ne dépend pas du nombre d'éléments que vous avez dedans. Bon, il y a un prix à payer, il n'y a rien qui est gratuit, c'est qu'ici, je vous ai dit, j'ai pas mis la partie mémoire, c'est qu'ici ça coûte un peu cher en mémoire. Mais c'est voilà, c'est très bien pour faire des accès directs. Et vous avez une structure alors qui est vraiment très, comment dire, très très utilisée et dont on parlera en fait un petit peu en base de données, c'est les arbres de recherche, donc ici les arbres binaires de recherche, mais on peut généraliser, pour lesquels effectivement la recherche
et peut être faite de façon efficace, voire très efficace. Donc voilà, par exemple, en base de données, pour le problème de l'indexation, on a une structure de données particulière qu'on appelle les B-arbres. Donc elle n'est pas dans cette liste, hein, mais il y en a, vous imaginez, la liste peut s'allonger ad libitum. Et elle combine un petit peu de l'arbre de recherche, alors pas binaire, mais l'arbre de recherche, et aussi un petit peu de liste doublement enchaînée sur les feuilles. Voilà, et donc elle répond à un problème, et elle a été faite, elle a été conçue pour résoudre un problème efficacement de recherche de données et de parcours de données dans les bases de données relationnelles. Voilà, donc finalement ce tableau, c'est ça qui va compter. Donc quand je vous disais les développeurs s'attendent à avoir une certaine implémentation, c'est parce que quand vous voyez quelque chose dans une librairie standard qui s'appelle Stack, vous imaginez que ça a ces propriétés-là, quelque part, donc c'est-à-dire que l'ajout et la suppression seront faits de façon très efficace. Par contre, l'accès aléatoire et la recherche, elles pourront être faites de façon inefficace. Donc selon les domaines, selon les applications, selon les problèmes, on va choisir tel ou tel autre. Par exemple, la pile, la stack, ça va être utilisé, il y a un exemple qui vous est proposé pour reconnaître si un mot est bien parentésé, si une phrase est bien parentésée. On va s'en servir aussi pour dérécursiver les algorithmes, par exemple. On veut transformer un algorithme récursif en un algorithme itératif. La façon dont la machine fonctionne sur les architectures usuelles, c'est d'avoir une pile des appels, et bien quelque part, quand on veut dérécursiver, au lieu de laisser le processeur faire cette pile d'appels, on va la gérer nous-mêmes avec une structure de données en interne dans notre code pour éviter tout le coût justement des appels de fonctions et des changements de contexte. Donc c'est ce qu'on appelle dérécursiver un algorithme. Et là on utilise ça. La queue, la file, va être très utilisée pour tout ce qui va être messagerie, réseau, échange. On veut que le premier arrivé soit le premier servi. Voilà. Donc vous allez les retrouver dans différents domaines. Les arbres binaires de recherche, on va souvent, les arbres de recherche en général, on va souvent les retrouver dans les questions de gestion de données, de masse de données, quand on a du volume, des choses comme ça. Les hashtags, on va les trouver pour les structures de type dictionnaire, et souvent pour des collections non ordonnées où l'ordre ne compte pas. Voilà, alors les contenus de cette partie du programme, ils sont dans le dossier structure de données. Vous y trouverez donc des supports de TDTP et aussi des vidéos faites par Nicolas Prono sur le cours. Donc vous avez un cours sur les listes et un cours sur Pillefile. Ils ne sont pas sur la chaîne usuelle, mais vous verrez, il y a les liens. Et en TDTP, ce que vous est proposé de pratiquer, c'est donc de réaliser les principales structures de données là, dont j'ai parlé, en programmation orientée objet, et en fait, sans utiliser les bibliothèques qui sont dans Python. Parce que vous imaginez bien, là, on a parlé de grands classiques, il y a bien une implémentation de la structure de données de type queue quelque part en Python, de même que vous avez certainement liste chaînée et que vous avez arbre binaire de recherche, et des choses comme ça. Donc là, on veut le pratiquer, on veut le faire à la main, et on va le faire en programmation orientée objet. La brique de base qu'on va avoir, c'est des objets qu'on construit nous-mêmes pour arriver à construire nos structures de données. Voilà, c'est juste un petit point pour lancer les activités. Et donc je vous renvoie vers les vidéos de Nicolas pour la suite.